J'ai été transporté inconscient à l'hôpital. Les médecins ont appelé ma fille, mais elle a dit « Je suis occupée, c'est l'anniversaire de mon mari ». Même après qu'il lui ait dit que cela pourrait être ma dernière nuit. 2 semaines plus tard, j'ai quitté l'hôpital et j'ai appelé ma banque. 2 heures plus tard, ma fille s'est présentée chez moi, en panique. Mais, avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire d'où vous écoutez dans les commentaires. Le bip régulier m'a ramené d'un endroit sombre et lointain. Mes paupières semblaient lourdes comme des blocs de béton, et quand j'ai finalement réussi à les ouvrir, des lumières fluorescentes crues m'ont transpercé le crâne comme des aiguilles. « Monsieur Dunn, vous m'entendez » Une voix de femme, professionnelle mais chaleureuse. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était comme du papier de verre. La pièce tournait autour de moi. Mur blanc, machine aux lumières clignotantes, tube serpentant depuis mes bras. Ma poitrine me faisait mal à chaque respiration. Quoi, ai-je réussi à croasser? Que m'est-il arrivé? L'infirmière s'est penchée, son badge indiquait « Janet ». Elle avait des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. « Vous avez eu une crise cardiaque, monsieur Dunn. Vous êtes dans l'unité de soins intensifs du Northwestern Memorial. Nous sommes mardi après-midi, le 15 avril. » Mardi? Je me souvenais d'être parti faire les courses le lundi matin. Tout ce qui suivait était un blanc. Depuis combien de temps suis-je ici? Depuis hier soir. Les ambulanciers vous ont amené vers 19 h. Elle a ajusté quelque chose sur l'une des machines. Vous nous avez fait peur pendant un moment. Un médecin est apparu à mon chevet, jeune, l'air fatigué, un stéthoscope drapé autour de son cou comme un insigne d'autorité. Il a pressé le métal froid contre ma poitrine, fronçant les sourcils à ce qu'il entendait. « Monsieur Dunn, je suis le docteur Martinez. Votre cœur a subi des dommages importants, mais vous êtes stable maintenant. Nous devons vous surveiller de près au cours des prochains jours. Est-ce que ça va aller? » La question est sortie plus faible que je ne l'avais prévu. Avec un traitement approprié et des changements de mode de vie, de nombreux patients se remettent bien des crises cardiaques. Il a pris des notes sur son presse-papier. Nous devrons discuter des médicaments, des modifications de régime alimentaire et des soins de suivi. J'ai hoché la tête, mon esprit d'ingénieur cataloguant automatiquement les informations, essayant de traiter les aspects techniques. Crise cardiaque, dommages importants. Surveiller de près. Les mots semblaient étrangers, comme s'ils appartenaient à la vie de quelqu'un d'autre. Janet a ajusté ma perfusion. Votre tension artérielle s'améliore. Ressentez-vous une douleur à la poitrine en ce moment? Un peu. J'ai bougé légèrement et une douleur a traversé mon torse. C'est comme si quelqu'un était assis sur ma poitrine. C'est normal après ce que vous avez vécu, a déclaré le docteur Martinez. Nous gérons votre douleur avec des médicaments, mais n'hésitez pas à appeler si ça s'aggrave. L'après-midi s'est écoulé dans un flou de procédures médicales, de prise de sang, d'électrocardiogramme, d'ajustement de médicaments. Les infirmières allaient et venaient avec une efficacité bien rodée, vérifiant mes signes vitaux, me demandant mon niveau de douleur, expliquant le fonctionnement de chaque machine. Le soir, ils m'ont jugé assez stable pour me transférer dans une chambre normale. Janet a aidé à coordonner le déménagement, poussant mon lit à travers des couloirs stériles bordés de portes identiques. « Chambre 347 », a-t-elle annoncé alors que nous nous installions dans le nouvel espace. « Ce sera plus confortable pour vous. » La chambre avait une fenêtre orientée vers l'ouest, et à travers elle, je pouvais voir les lumières de la ville commencer à scintiller à la tombée de la nuit. Chicago semblait différente d'ici, plus petite, plus gérable. La vue me rappelait les plans que j'étudiais autrefois. Tout était disposé selon des motifs nets et logiques. « Le docteur Ellis passera vous voir sous peu », a dit Janet, vérifiant les moniteurs une dernière fois. « C'est votre cardiologue. Un homme bon. Vous l'aimerez. » Je me suis calé contre les oreillers. L'épuisement pesait sur mes membres. Mon corps me semblait étranger, peu fiable comme je ne l'avais jamais connu. À 68 ans, je m'étais toujours enorgueilli d'être indépendant, capable. Maintenant, je ne pouvais même pas m'asseoir sans aide. La fenêtre s'est progressivement assombrie alors que la soirée s'installait sur la ville. Quelque part là dehors, la vie continuait normalement. Des gens rentrant du travail, des familles se réunissant pour le dîner, des enfants jouant dans les parcs. Pendant ce temps, j'étais allongé,
connecté à des machines qui suivaient chaque battement de mon cœur endommagé. Le docteur Ellis a frappé doucement avant d'entrer, sa présence commandant immédiatement le respect. Grand et distingué, avec des cheveux grisonnants et des lunettes à monture métallique, il se déplaçait avec la confiance tranquille de quelqu'un qui avait l'habitude d'annoncer des nouvelles difficiles. « Benjamin, je suis le docteur Grover Ellis. » Il a tiré une chaise près de mon lit et s'est assis, ouvrant un épais dossier médical. « Comment vous sentez-vous ce soir ? » Comme si j'avais été heurté par un camion, ai-je admis, mais mieux que ce matin, je suppose. Il a souri brièvement, puis est redevenu sérieux. « Je dois vous parler franchement de votre état. La crise cardiaque a été sévère, ce que nous appelons un STEMI, affectant l'artère principale qui alimente votre muscle cardiaque en sang. » J'ai hoché la tête, ma formation d'ingénieur m'aidant à comprendre la nature mécanique du problème. Le docteur Ellis a sorti une impression de CG, les lignes en zigzag ressemblant à une œuvre d'art abstrait. Vous voyez cette section ici ? Cela montre les dommages à votre artère descendante antérieure gauche. Nous avons réussi à l'ouvrir avec des médicaments d'urgence, mais vous avez perdu environ 20% de votre muscle cardiaque. Qu'est-ce que cela signifie pour mon avenir ? Avec un traitement approprié, de nombreux patients vivent pleinement après des crises cardiaques comme la vôtre. Mais je ne vous mentirai pas. C'était très critique pendant plusieurs heures. Il s'est légèrement penché en avant. Benjamin, je dois vous demander quelque chose. Avez-vous de la famille que nous devrions contacter ? Des contacts d'urgence ? Ma poitrine s'est serrée, sans que je puisse dire si c'était émotionnel ou physique. Ma fille, Agnès. Elle vit à Lincoln Park avec son mari. Le docteur Ellis a consulté ses notes. J'ai en fait essayé de l'appeler hier quand vous avez été admis. La situation était critique et nous pensions que vous ne passeriez peut-être pas la nuit. Quelque chose dans son ton a fait se nouer mon estomac. Vous lui avez parlé ? Oui. Il a hésité, clairement mal à l'aise. Benjamin, je pratique la cardiologie depuis 25 ans. J'ai passé des milliers d'appels comme celui-ci à des membres de la famille. Habituellement, quand je dis à quelqu'un que son père a eu une crise cardiaque massive et pourrait ne pas survivre à la nuit. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ma voix était à peine plus qu'un murmure. Le docteur Ellis a baissé les yeux sur ses mains. Puis il m'a regardé avec une compassion sincère. Elle a dit qu'elle était occupée, que c'était l'anniversaire de son mari et qu'elle ne pouvait pas quitter la fête. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai senti mon moniteur de fréquence cardiaque biper plus vite alors que mon pouce accélérait. Même quand vous lui avez dit que ce serait peut-être ma dernière nuit. Malheureusement, oui. Sa voix était douce mais claire. J'ai expliqué la gravité. Je lui ai dit que vous la demandiez. Elle a dit qu'elle essaierait de passer cette semaine si son emploi du temps le permettait. J'ai fixé le plafond, digérant cette information. La fille que j'avais élevée, éduquée, soutenue à travers chaque crise de sa vie d'adulte, ne pouvait pas prendre la peine de quitter une fête d'anniversaire alors que j'étais en train de mourir. Je suis vraiment désolé de devoir vous dire cela, a poursuivi le docteur Ellis. J'ai hésité à le partager, mais je crois que les patients ont le droit de connaître la réaction de leur famille aux urgences médicales. Non, vous avez eu raison de me le dire. Ma voix semblait creuse, même à mes propres oreilles. J'avais besoin de savoir. Il est resté quelques minutes de plus, expliquant les horaires des médicaments et les attentes en matière de rétablissement, mais je l'entendais à peine. Mon esprit ne cessait de rejouer ces mots. Elle était occupée. L'anniversaire de son mari ne pouvait pas quitter la fête. Je passerai vous voir demain matin, a dit le docteur Ellis en se levant. Essayez de vous reposer. Votre corps a besoin de temps pour guérir. Après son départ, la pièce semblait incroyablement silencieuse, à l'exception du bip régulier de mon moniteur cardiaque. À travers la fenêtre, les lumières de Chicago s'étendaient à l'infini, chacune représentant la vie de quelqu'un, les priorités de quelqu'un. Agnès avait clairement défini les siennes. La porte s'est refermée, me laissant seul avec la vérité dévastatrice. Je me suis tourné dans mon lit, essayant de trouver une position confortable, mais la douleur dans ma poitrine n'avait plus rien à voir avec la crise cardiaque. Elle était occupée. C'était l'anniversaire de son mari. J'ai regardé les lumières de la ville à travers ma fenêtre. Chaque ampoule scintillante était un rappel de toutes les familles normales là-dehors. Des familles où les filles se précipitent au chevet de leur père mourant.
Peut-être que le docteur Ellis avait mal compris. Peut-être qu'Agnès n'avait pas saisi la gravité de la situation. Je la connaissais. Elle pouvait être tête en l'air, concentrée sur son propre monde. Mais sûrement, face à la mortalité de son père, mais au fond de moi, je savais que c'était faux. Ce n'était pas la première fois qu'Agnès faisait passer sa commodité avant mes besoins. C'était juste la plus brutale. Mon esprit a dérivé vers l'université Northwestern, il y a 23 ans. Agnès, les yeux brillants et déterminés à étudier le commerce, debout dans ma cuisine avec des lettres d'acceptation étalées sur la table. Papa, j'ai été accepté à Northwestern. Tu y crois? Je pouvais y croire. Je l'avais aidé pour chaque dossier, chaque dissertation. Ce que je ne pouvais pas croire, c'était la facture des frais de scolarité, 40 000 $. Mon salaire d'ingénieur était décent. Mais ce montant signifierait faire des heures supplémentaires pendant des années, sauter les vacances, reporter mes propres rêves de retraite. Mais en voyant son visage ce jour-là, si plein d'espoir et d'ambition, comment aurais-je pu dire non? J'ai travaillé 60 heures par semaine pendant 4 ans. Les week-ends au cabinet de conseil, les jours fériés passés sur des revues de projets. Mon dos me faisait constamment mal à force de me pencher sur des plans, et je vivais de café et de détermination. Agnès a obtenu son diplôme avec la mention magna cum laude. J'étais si fier. Puis est venu le mariage. Martin Harper, un entrepreneur beau parleur avec de grands rêves et des dettes encore plus grandes. Je ne lui ai pas fait confiance dès le début, mais Agnès était amoureuse et elle voulait un mariage de conte de fées. Papa, on ne se marie qu'une fois. Je veux que ce soit parfait. 15 000 $ pour une seule journée. Le lieu, les fleurs, le photographe, tout devait être le meilleur. J'ai vidé mon fonds de vacances, emprunté sur ma pension, fait des quarts de travail supplémentaires jusqu'à ce que mes mains tremblent d'épuisement. Le mariage a duré 2 ans avant qu'ils ne se séparent. Puis ils se sont remis ensemble, puis se sont de nouveau séparés. À travers chaque crise, chaque réconciliation, chaque nouvelle entreprise de Martin qui échouait, j'étais là avec mon chéquier. Acompte pour leur première maison, 12 000 $. Prêt pour le restaurant de Martin qui a fait faillite, 8 000 $. Aide d'urgence quand Agnès a perdu son premier emploi, 3 000 $. Réparation de voiture quand leur BMW est tombé en panne, 1 500 $. J'avais gardé une trace mentale au fil des ans, comme les ingénieurs gardent une trace des calculs de charge. Les chiffres étaient stupéfiants, plus de 100 000 $, sans compter les innombrables week-ends passés à les aider à déménager, les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël qui mettaient mon budget à rude épreuve chaque année. Et la nuit dernière, alors que je gisais mourant dans cet hôpital, Agnès ne pouvait pas quitter une fête. Je me suis tourné sur le côté, ignorant la traction des tubes de perfusion, et j'ai regardé la ligne d'horizon de Chicago. Quelque part là-bas, dans leur condo de Lincoln Park que je les avais aidés à s'offrir, Agnès et Martin riaient probablement avec des amis, buvaient du vin cher, célébrant une autre année de la vie sans valeur de Martin. Elle essaierait de passer, cette semaine si son emploi du temps le permettait, comme si j'étais un rendez-vous chez le dentiste qu'elle pouvait reporter. La colère a monté lentement, commençant comme un nœud chaud dans mon estomac et se propageant vers le haut jusqu'à ce que ma poitrine brûle de quelque chose qui n'avait rien à voir avec des dommages cardiaques. Pendant 68 ans, j'avais été le responsable, le fiable, celui qui se sacrifiait pour que les autres puissent réussir. Qu'est-ce que cela m'avait apporté? Une fille qui accordait plus de valeur à l'organisation d'une fête qu'à la vie de son père. Un gendre qui n'avait jamais travaillé un jour honnêtement, mais qui vivait comme un roi grâce à ma générosité. Une chambre d'hôpital solitaire où je traitais les mathématiques brutales de l'amour inconditionnel. J'avais tout donné à Agnès. Il était maintenant temps de voir ce qu'elle ferait quand ce tout serait en jeu. Mon moniteur cardiaque bipait régulièrement dans l'obscurité. Chaque pulsation était un rappel que j'étais toujours en vie, toujours capable de prendre des décisions concernant ma vie et mon héritage. Agnès pensait qu'elle pouvait m'ignorer, me prendre pour acquis, me traiter comme un inconvénient. Elle était sur le point d'apprendre à quel point elle avait tort. La lumière du matin filtrait à travers la fenêtre de mon hôpital alors que j'avalais la série de pilules que l'infirmière Janet avait alignées sur ma table de chevet. 3 jours s'étaient écoulés depuis que le docteur Ellis m'avait annoncé sa nouvelle dévastatrice. Et pendant que mon cœur guérissait, quelque chose d'autre en moi se cristallisait. C'est l'heure de votre promenade, Monsieur Dunn, a annoncé Rita, la kinésithérapeute. Son attitude joyeuse contrastait avec mon humeur, mais j'ai obéi.
Nous avons marché dans le couloir, mes jambes encore chancelantes mais plus fortes que la veille. L'aile de cardiologie bourdonnait de conversations feutrées et de bips de machine. Dans la chambre 352, j'ai remarqué un homme âgé assis seul, fixant un arrangement floral fané. « Bonjour », ai-je dit en m'arrêtant à sa porte. Il a levé des yeux fatigués. « Bonjour. Vous êtes l'ingénieur de la 347, n'est-ce pas ? Je suis Harold. Benjamin. » Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, reconnaissant pour le repos. « Vous semblez troublé. » Le rire d'Harold n'avait aucune once d'humour. « Mon fils a vidé mon compte d'épargne pendant que j'étais ici. 35 000 $. Il a dit qu'il en avait besoin pour son entreprise. » Il a fait un geste vers les fleurs mourantes. Celles-ci sont arrivées avec une carte disant qu'il était désolé. Aucune visite, aucun appel téléphonique, juste désolé. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Voici un autre père, une autre trahison. La famille, a poursuivi amèrement Harold. Ils pensent que nous leur pardonnerons toujours parce que nous sommes leurs parents. Je suis retourné dans ma chambre, profondément troublé. Cet après-midi-là, j'ai passé mon premier appel téléphonique. Service clientèle de la Chase Bank. Ici Michel. Ici Benjamin Dunn. J'ai besoin d'informations sur la révocation d'une procuration sur mes comptes. Je vais devoir d'abord vérifier votre identité, monsieur Dunn. Après les questions habituelles, elle a continué. Pour révoquer une procuration, vous devrez vous présenter en personne avec les documents appropriés et remplir les formulaires de révocation officiels. Quels documents exactement ? Une pièce d'identité avec photo, le document original de la procuration et les formulaires de révocation signés. Le processus prend 24 heures une fois la demande déposée. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, mon esprit tournant à plein régime. Agnès avait une procuration sur mes comptes, quelque chose que je lui avais accordé il y a 2 ans quand j'avais eu une pneumonie et que j'avais besoin d'aide pour gérer mes factures. À l'époque, cela semblait pratique. Maintenant, j'avais l'impression de lui avoir tendu une arme chargée. La semaine suivante s'est écoulée avec une précision méthodique. Chaque jour apportait de petites améliorations, marcher plus loin sans assistance, manger des aliments solides, réduire les analgésiques. Mais plus important encore, chaque jour apportait de nouvelles informations. Mercredi, j'ai appelé Thomson & Associates, le bureau de notaire du centre-ville. Concernant les modifications de testament, a expliqué la réceptionniste, la loi de l'Illinois exige que le testateur se présente en personne avec 2 témoins. Nous recommandons également une vérification de la compétence mentale s'il y a eu des problèmes de santé récents. Quel genre de vérification ? Habituellement, une lettre de votre médecin traitant attestant que vous êtes mentalement apte à prendre des décisions juridiques. Parfait. Le docteur Ellis fournirait cette documentation sans poser de questions. Le vendredi, mon plan de sortie prenait forme. Agnès avait appelé une fois, une brève conversation obligatoire où elle s'était enquise de mon état avec le même enthousiasme que quelqu'un pourrait réserver à une discussion sur la météo. « Je vais beaucoup mieux », lui ai-je dit. « C'est super, papa. Martin et moi avons été tellement occupés avec sa nouvelle entreprise de conseil. Nous essaierons de passer te voir une fois que tu seras rentré et installé. » Essayer de passer ? Comme si voir son père en convalescence était un inconvénient à programmer autour d'activités plus importantes. Jeudi soir, j'ai rencontré Eleanor de la chambre 341. Elle se remettait d'une opération de la vésicule biliaire et avait été abandonnée par sa fille pendant l'épreuve. 30 ans, j'ai élevé cette fille, m'a confié Eleanor alors que nous étions assis dans le petit jardin de l'hôpital. Je l'ai envoyée à l'université, j'ai aidé pour son mariage, j'ai gardé ses enfants tous les week-ends. Quand j'ai eu besoin d'une opération, elle a dit qu'elle ne pouvait pas prendre de congé. Trop important, a-t-elle dit. J'ai écouté, reconnaissant ma propre histoire se refléter dans la sienne. Nous étions une génération de parents qui avaient tout donné, pour découvrir que nos enfants avaient appris à prendre, mais jamais à donner en retour. Que ferez-vous ? Ai-je demandé. Les yeux d'Eleanor se sont durcis. Changer mon testament. Chaque centime ira au refuge pour animaux maintenant. Au moins, les chiens sont loyaux. Ces paroles ont résonné longtemps dans la nuit. Vendredi a apporté ma consultation finale avec le docteur Ellis. Il m'a déclaré prêt à sortir, m'a prescrit des médicaments et a fixé des rendez-vous de suivi. Alors qu'il se préparait à partir,
il s'est arrêté à la porte. Benjamin, j'espère que vous envisagerez le pardon. Garder de la colère n'est pas bon pour votre cœur. J'ai souri, surpris de la sincérité de mon sourire. Docteur, ce n'est pas de la colère que je garde. C'est de la clarté. Ce soir-là, je me suis assis près de ma fenêtre, regardant la ligne d'horizon de Chicago scintiller dans l'obscurité. Quelque part là-bas, Agnès et Martin menaient leur vie confortable, soutenus par des décennies de mes sacrifices et complètement indifférents à mon expérience de mort imminente. Demain, je rentrerai chez moi. Demain, je commencerai à reprendre le contrôle de ma vie. La procuration serait révoquée. Le testament serait changé. Et Agnès apprendrait que prendre son père pour acquis avait des conséquences qu'elle n'avait jamais imaginées. Je ne cherchais pas la vengeance. Je cherchais la justice. Il y a une différence, et un ingénieur comprend la précision requise pour les deux. La procédure de sortie a commencé à 8 heures précises. Le docteur Martinez m'a remis un dossier épais de papier, horaires de médicaments, restrictions alimentaires, carte de rendez-vous de suivi. Ma signature semblait tremblante sur les formulaires, mais ma résolution restait ferme. Rappelez-vous, pas de charges lourdes pendant 6 semaines, m'a-t-il instruit, cochant des cases sur son presse-papier. Et si vous ressentez une douleur thoracique ou un essoufflement, appelez immédiatement. J'ai hoché la tête, bien que mon esprit soit déjà tourné vers des questions plus pressantes que les restrictions médicales. Le docteur Ellis est apparu alors que je rassemblais mes quelques affaires de la table de chevet. Il avait l'air fatigué, comme le sont les médecins qui ont annoncé trop de mauvaises nouvelles à trop de familles. Benjamin, je voulais vous dire au revoir personnellement. Il s'est assis sur le bord de mon lit. Vous avez traversé une épreuve énorme, à la fois physiquement et émotionnellement. Prenez le temps de guérir complètement avant de prendre des décisions importantes. Docteur, vous avez été plus une famille pour moi ces 2 dernières semaines que ma propre famille. Je pensais chaque mot. Merci pour votre honnêteté à propos d'Agnès. C'était douloureux, mais nécessaire. Il a étudié mon visage attentivement. Le pardon peut aussi être guérisseur. Vous savez, parfois les gens ne réalisent l'impact de leur choix que lorsque les conséquences le leur apprennent. J'ai terminé sa phrase différemment de ce qu'il avait prévu. Vous avez raison sur ce point. Après le départ du docteur Ellis, j'ai rempli les derniers papiers. L'infirmière de sortie, une jeune femme aux yeux bienveillants, m'a poussé jusqu'à l'entrée de l'hôpital dans le fauteuil roulant obligatoire, malgré mes protestations. Politique de l'hôpital, a-t-elle expliqué joyeusement. Question de responsabilité. L'air matinal d'avril m'a frappé comme une révélation. 2 semaines d'air recyclé de l'hôpital m'avaient fait oublier à quel point l'air réel pouvait être vivant. Chicago s'étendait devant moi, animé par des gens qui avaient des familles qui se souciaient de savoir s'ils vivaient ou mouraient. J'ai pris mon téléphone avec des doigts qui tremblaient légèrement. Que ce soit par faiblesse ou par anticipation, je ne saurais le dire. Service clientèle de la Chase Bank. Ici Benjamin Dunn. Numéro de compte 4 478 921. Je dois révoquer la procuration sur tous mes comptes immédiatement. Je peux vous aider avec cette information, Monsieur Dunn. Cependant, la révocation nécessite votre présence physique dans une agence avec les documents appropriés. De quels documents ai-je besoin? Une pièce d'identité avec photo, les papiers originaux de la procuration, et vous devrez signer les formulaires de révocation en présence d'un responsable de la banque. Je serai là cet après-midi. Quelle agence s'occupe de ces procédures? Notre agence principale du centre-ville au 125 South La Salle peut traiter les révocations. Ils sont ouverts jusqu'à 16 heures. Parfait. Assez de temps pour rentrer chez moi, rassembler les papiers nécessaires et commencer à reprendre ma vie en main. J'ai ouvert l'application de covoiturage de mon téléphone, bien que la technologie me semble encore étrangère par rapport au simple fait d'appeler un taxi. Mes doigts se sont déplacés lentement sur l'écran, sélectionnant mon adresse à Evanston. L'application indiquait qu'un chauffeur nommé Victor arriverait dans 8 minutes. 8 minutes à rester sur ce trottoir et à sentir le poids de ma décision s'installer autour de moi comme un manteau confortable. Un homme d'affaires est passé en courant, criant dans son téléphone à propos de rapports trimestriels et du récital de sa fille qu'il manquait. Une jeune mère poussait une poussette tout en jonglant avec un autre appel téléphonique concernant les horaires de la garderie. Tout le monde avait des responsabilités, des priorités, des gens qui avaient besoin d'eux. Tout le monde sauf moi. Mais cela allait changer.
Pendant 68 ans, j'avais été le fiable, le pourvoyeur, le filet de sécurité pour les rêves et les échecs de tous les autres. J'avais fait des heures supplémentaires pour payer les études d'Agnès, vider mes économies pour son mariage, sacrifier la sécurité de ma retraite pour les entreprises ratées de son mari, et quand je gisais mourant, elle n'avait pas pu quitter une fête. Mon téléphone a vibré. Votre chauffeur, Victor, arrive dans une Honda Accord blanche. J'ai regardé la voiture s'arrêter au bord du trottoir, son chauffeur, un homme d'âge mûr aux tempes grisonnantes, sortant pour m'aider avec mon petit sac d'hôpital. Il était temps de rentrer à la maison. Temps de récupérer ses documents de procuration. Temps de se rendre à la Chase Bank et de commencer le processus de reprise de contrôle de ma vie financière. Agnès pensait qu'elle pouvait m'ignorer, me prendre pour acquis, me traiter comme un inconvénient. Elle était sur le point de découvrir à quel point cette hypothèse s'avérerait coûteuse. Victor Ramirez a contourné sa Honda blanche avec la grâce facile de quelqu'un qui avait passé des décennies à aider les gens à monter dans sa voiture. Son visage buriné a montré une inquiétude immédiate quand il m'a vu sortir de l'entrée de l'hôpital. Northwestern Memorial. Ça va, mon ami? Il a attrapé mon sac d'hôpital sans qu'on le lui demande. Je vais mieux maintenant. Ai-je répondu en m'installant sur le siège passager. La voiture sentait le café et le désodorisant au pain, avec un chapelet suspendu au rétroviseur et une petite photo d'un jeune homme collé sur le tableau de bord. Evanston, juste sur Sheridan Road. Victor a vérifié son GPS et s'est engagé dans la circulation. Problème de cœur? J'ai hoché la tête, surpris par sa franchise. La plupart des gens tournaient autour des problèmes médicaux. Mon père a eu 3 crises cardiaques. A poursuivi Victor en se dirigeant vers Lakeshore Drive. Un homme solide. Il a travaillé dans la construction pendant 40 ans. Chaque fois, nous pensions que nous allions le perdre. Votre famille s'est-elle mobilisée autour de lui? Le rire de Victor avait une pointe d'amertume. Oh, oui. La première fois. À la 3e, mes frères et sœurs se plaignaient que les visites à l'hôpital interféraient avec leurs emplois du temps. Il m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. La famille, c'est compliqué, n'est-ce pas? La question est restée en suspens entre nous alors que nous nous engagions sur Lakeshore Drive. Le lac Michigan s'étendait à l'infini sur notre droite, sa surface agitée par le vent d'avril. La ligne d'horizon du centre-ville de Chicago s'élevait derrière nous, paraissant plus petite à chaque kilomètre vers le nord. Ma fille n'a même pas pu quitter la fête d'anniversaire de son mari. Me suis-je surpris à dire, quand le médecin lui a dit que je ne survivrais peut-être pas à la nuit. Les mains de Victor se sont crispées sur le volant. Ah, mec, ça fait mal. Quel âge a-t-elle? 42 ans. Assez âgée pour comprendre les priorités. On pourrait le penser. Victor est resté silencieux un moment, puis a fait un geste vers la photo sur son tableau de bord. C'est mon fils, Eduardo. Il vit à Los Angeles maintenant. Un grand dirigeant en marketing. Belle maison, voiture chère. Vous devez être fier. Je l'étais. Je n'ai pas eu de nouvelles de lui depuis 5 ans. La voix de Victor portait le poids d'une profonde déception. La dernière fois que nous avons parlé, il m'a demandé d'arrêter d'appeler si souvent. Il a dit que c'était embarrassant quand ses collègues entendaient parler de son père chauffeur de taxi. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Voici quelqu'un qui comprenait la douleur unique d'être rejeté par la personne pour laquelle vous aviez tout sacrifié. Comment gérez-vous ce genre de trahison? Victor a pris la sortie de Belmont, se dirigeant vers le nord à travers Lincoln Park. J'ai appris quelque chose d'important, Benjamin. La famille, ce n'est pas seulement le sang. La famille, ce sont ceux qui se présentent quand vous en avez besoin. Qui répondent au téléphone à minuit. Qui s'assoit dans les salles d'attente des hôpitaux. J'ai réfléchi à cela alors que nous passions devant le quartier où vivaient Agnès et Martin. Leur condo était probablement à 8 pâtés de maisons à l'ouest d'ici, rempli de meubles chers que je les avais aidés à acheter. Après qu'Eduardo m'ait coupé de sa vie, j'ai passé 2 ans en colère, a poursuivi Victor. Amer, plein de ressentiment, me demandant où j'avais mal agi. Puis j'ai réalisé quelque chose. Je lui donnais du pouvoir sur mon bonheur même après qu'il m'ait abandonné. Alors, qu'avez-vous fait? J'ai commencé à vivre pour moi. J'ai commencé à faire les voyages que j'avais toujours voulu faire. J'ai appris la guitare. Je me suis fait de vrais amis qui apprécient réellement ma compagnie.
Il a souri, et pour la première fois, le sourire a atteint ses yeux. J'ai découvert que je suis de très bonne compagnie quand je ne perds pas mon temps avec des enfants ingrats. Nous étions arrivés à Evanston maintenant, passant devant le campus où j'avais envoyé Agnès pour ses études coûteuses. Des étudiants marchaient sur les trottoirs avec des sacs à dos et des rêves, la plupart probablement soutenus par des parents qui pensaient que sacrifice rimait avec amour. Le truc, c'est que, a dit Victor en tournant dans ma rue, ils pensent que nous serons toujours là, que nous pardonnerons toujours, que nous les soutiendrons toujours. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour des enfants ingrats est de les laisser faire face aux conséquences de leur choix. Ma maison est apparue devant nous, une modeste maison de style colonial de 2 étages avec un petit jardin que j'avais entretenu religieusement jusqu'à ce que ma santé décline. Elle semblait plus petite, moins importante que lorsque j'étais parti faire les courses il y a 2 semaines. Victor s'est garé dans mon allée et s'est tourné pour me faire face. Benjamin, je ne connais pas entièrement votre situation. Mais si votre fille pense qu'elle peut vous ignorer quand vous êtes en train de mourir, il est peut-être temps qu'elle apprenne à quoi ressemble la vie sans le soutien de son père. Il m'a aidé à sortir de la voiture, refusant mon offre de pourboire. Mon numéro est dans votre téléphone maintenant, a-t-il dit en me tendant une carte de visite. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, des courses, quelqu'un à qui parler, vous m'appelez. C'est ce que fait la vraie famille. Je suis resté dans mon allée, regardant Victor s'éloigner, ses paroles résonnant dans mon esprit. La famille, ce sont ceux qui se présentent quand vous en avez besoin. Agnès ne s'était pas présentée, mais Victor l'avait fait. Le docteur Ellis l'avait fait. Même Harold et Eleanor, des compagnons d'infortune, avaient montré plus de compassion que ma propre fille. Il était temps de commencer à vivre pour moi-même. Temps de laisser Agnès apprendre à quoi ressemblent les conséquences. Ma clé a tourné dans la serrure de la porte d'entrée pour la première fois en 2 semaines, et le déclic familier a envoyé une vague de soulagement dans ma poitrine. À la maison. La maison sentait un peu le renfermer, mais c'était mon sanctuaire, mon environnement contrôlé. La sonnette a retenti de manière agressive, suivie immédiatement de coups violents. J'avais à peine posé mon sac d'hôpital dans l'entrée que les coups se sont intensifiés. À travers le verre dépoli, je pouvais voir 2 silhouettes sur mon porche. Papa, ouvre. On sait que tu es là. La voix d'Agnès avait cette pointe de fureur particulière dont je me souvenais de son adolescence, mais c'était différent. Plus aigu, plus désespéré. J'ai ouvert la porte pour trouver ma fille et mon gendre se tenant là comme une force d'invasion. Agnès est passée devant moi sans y être invitée, Martin la suivant avec son arrogance habituelle. Quelle stupidité as-tu faite avec la procuration? Agnès s'est retournée pour me faire face, ses cheveux parfaitement coiffés en désordre, son tailleur froissé. La banque nous a appelés il y a 1 heure. Stupide? J'ai fermé la porte lentement, me donnant un instant pour digérer leur embuscade. J'étais en train de mourir au Northwestern Memorial, et tu étais à une fête d'anniversaire. Les mots sont restés en suspens dans l'air comme un défi. Martin s'est avancé, utilisant sa taille pour intimider. Vieil homme, tu ne comprends pas à quoi tu touches. Tu as besoin d'une supervision financière. La crise cardiaque a clairement affecté ton jugement. Mon jugement? Je me suis déplacé vers mon salon, les forçant à me suivre sur mon territoire. Mon jugement m'a dit de révoquer l'accès à mes comptes à des personnes qui ne pouvaient pas prendre la peine de rendre visite à leur père mourant. Le visage d'Agnès est devenu rouge. Nous ne savions pas que c'était si grave. Le médecin a fait comme si c'était une routine. Le docteur Ellis vous a dit que je ne survivrais peut-être pas à la nuit. Ma voix est restée calme. Le calme de l'ingénieur. Tu as dit que tu étais occupé. Ce n'est pas comme ça, comment sais-tu? A balbutié Agnès, réalisant son erreur. Martin lui a attrapé le bras, l'empêchant d'en révéler davantage. Écoute, Benjamin, tu es confus. Les crises cardiaques provoquent des problèmes de mémoire. Une confusion sur les événements. Nous étions là pour toi. Je me suis assis dans mon fauteuil préféré, celui que je m'étais acheté après avoir fait des heures supplémentaires pour payer le mariage d'Agnès. Vous me mentez en face dans mon propre salon. Papa, tu es manipulé par le personnel de l'hôpital. La voix d'Agnès a pris ce ton pleurnichard qu'elle utilisait enfant quand elle était prise en faute. Ils t'ont probablement rempli la tête d'histoires pour te mettre en colère contre nous. Sortez. Les mots sont sortis doucement mais de manière absolue. Le visage de Martin s'est assombri.
Tu ne peux pas simplement nous mettre dehors. Nous sommes de la famille. Nous avons des droits. C'est ma maison. Vous n'avez aucun droit ici. Je me suis levé, surpris de ma propre stabilité. Vous êtes en violation de propriété. Agnès s'est placée entre Martin et moi, son masque de femme d'affaires se fissurant. Papa, s'il te plaît, discutons rationnellement. Tu fais une énorme erreur qui nous affecte tous. La seule erreur que j'ai faite a été de te confier l'accès à mes économies. Les mains de Martin se sont serrées en poing. Vieil ingrat. Nous nous sommes sacrifiés pour toi. Agnès a passé des années à gérer tes affaires, et c'est comme ça que tu nous remercies? Sacrifié? Le mot avait un goût amer. J'ai payé pour ton restaurant qui a fait faillite. J'ai couvert tes dettes de carte de crédit. Je vous ai donné la compte pour votre condo. Qu'avez-vous sacrifié exactement? Notre temps, notre énergie, à gérer tes besoins pendant que nous essayons de construire nos propres vies. Agnès a lancé un regard d'avertissement à Martin, mais le mal était fait. Leur vrai sentiment était enfin révélé. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée et je l'ai tenue ouverte. Sortez de ma maison immédiatement. Ce n'est pas fini, papa. Le masque d'Agnès était complètement tombé, révélant quelque chose de froid et de calculateur en dessous. Nous allons contester ça. Nous prouverons que tu n'es pas compétent pour prendre ces décisions. Martin s'est penché près de moi en passant, sa voix baissant à un murmure menaçant. Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé, vieil homme. Ils sont partis, claquant la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. Je suis resté là un long moment, écoutant les portières de leur voiture claquer et leur moteur rugir alors qu'ils s'éloignaient à toute vitesse. Dans le silence soudain, j'aurais pu entendre mon moniteur cardiaque biper rapidement si je l'avais encore porté. J'ai tourné le pêne dormant avec des doigts tremblants, le clic métallique résonnant dans ma maison soudainement silencieuse. Le silence semblait profond après leur intrusion agressive, mais pas paisible, chargé comme l'air avant un orage. En traversant mon salon, j'ai redressé le coussin qu'Agnès avait bousculé en gesticulant sauvagement pendant sa tirade. Une si petite chose, mais dans mon monde ordonné, cela ressemblait à une preuve de violation. Nous prouverons que tu n'es pas compétent pour prendre ces décisions. La menace de départ d'Agnès résonnait dans mon esprit alors que je me dirigeais vers la cuisine, mes jambes encore instables après la confrontation et la longue matinée. J'ai rempli ma bouilloire d'eau, le rituel familier aidant à calmer mes nerfs. Le thé avait toujours été ma boisson de réflexion. En attendant que l'eau bouille, j'ai analysé ce qui venait de se passer. Ils étaient venus directement de la banque pour me confronter. Aucun appel téléphonique, aucune tentative de conversation civile, juste des exigences et des menaces dans ma propre maison. L'agressivité de Martin avait été particulièrement révélatrice. La façon dont il m'avait appelé, vieil homme, utilisé sa taille pour m'intimider, m'avait menacé dans mon propre salon. Ce n'était pas du chagrin ou de la confusion à propos de l'annulation de la procuration. C'était du désespoir. La bouilloire a sifflé et j'ai versé l'eau sur des feuilles d'Earl Grey, regardant la couleur ambrée se répandre dans la tasse. Mes mains étaient plus stables maintenant. J'ai porté mon thé à la fenêtre du salon qui donnait sur la rue. La BMW d'Agnès était partie, mais je pouvais encore sentir l'écho de leur présence. De la même manière que l'on peut sentir que quelqu'un a été dans votre maison même après son départ. Nous avons des droits. Nous allons contester ça. Martin avait révélé plus qu'il ne l'avait prévu. Ils n'étaient pas seulement contrariés de perdre l'accès financier. Ils étaient paniqués, ce qui suggérait qu'ils dépendaient de mon argent plus que je ne l'avais réalisé. Je me suis installé dans mon fauteuil de lecture, celui que j'avais positionné parfaitement pour capter la lumière de l'après-midi. D'ici, je pouvais voir Madame Rodriguez s'occuper de son jardin à côté, le facteur faire sa tournée, la vie de banlieue normale continuer comme si mon monde ne venait pas de basculer. La confrontation avait clarifié quelque chose d'important. Annuler la procuration n'était pas suffisant. S'ils étaient prêts à prendre d'assaut ma maison en proférant des menaces, ils seraient prêts à prendre des mesures plus drastiques. Nous prouverons que tu n'es pas compétent. Cette menace avait de sérieuses implications. S'ils pouvaient convaincre un tribunal que j'étais mentalement incompétent à cause de la crise cardiaque, ils pourraient reprendre le contrôle de mes finances par le biais d'une procédure de tutelle. Ils pourraient me faire déclarer incapable de gérer mes propres affaires. J'ai sorti mon carnet de la table d'appoint, le même que j'avais utilisé pour des calculs d'ingénierie pendant des décennies. Maintenant,
je devais calculer quelque chose de différent. Comment me protéger de ma propre famille? Agnès avait une formation juridique grâce à sa carrière dans les affaires. Martin avait des relations en ville grâce à ses diverses entreprises ratées. Ensemble, ils pouvaient lancer un sérieux défi à mon indépendance. Mais ils avaient commis une erreur cruciale. Ils avaient révélé leur véritable motivation trop clairement. Il ne s'agissait pas d'inquiétude pour mon bien-être. Il s'agissait d'argent, pur et simple. J'ai écrit dans mon carnet, Agnès et Martin, désespoir financier, prêts à utiliser le système juridique contre moi, besoin de mesures de protection plus fortes. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers mes fenêtres, réchauffant la pièce familière où j'avais passé d'innombrables soirées à lire, à planifier, à vivre ma vie tranquille. Cette vie était terminée maintenant. Ils s'en étaient assurés avec leurs menaces et leurs exigences. J'ai pensé aux paroles de Victor pendant notre trajet de retour. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour des enfants ingrats est de les laisser faire face aux conséquences de leur choix. Annuler la procuration avait été la conséquence numéro 1. Mais s'ils voulaient intensifier ce conflit, j'étais prêt à leur montrer exactement à quel point leur cupidité deviendrait coûteuse. J'ai pris le téléphone. Il était temps d'appeler Thomson & Associates pour mettre à jour mon testament. 2 jours plus tard, Madame Rodriguez m'a abordé alors que je vérifiais mon courrier, son attitude habituellement chaleureuse remplacée par une hésitation maladroite. « Benjamin, comment vous sentez-vous après votre incident ?» La façon dont elle a dit « incident » a déclenché des signaux d'alarme dans mon cerveau d'ingénieur. Je connaissais Maria Rodriguez depuis 15 ans. Elle n'avait jamais été maladroite avec moi. Je me remets bien, merci. Pourquoi demandez-vous? Elle a jeté un coup d'œil vers sa maison, puis m'a regardé avec un malaise évident. Votre fille est passée hier. Elle semblait très inquiète que vous viviez seul après la crise cardiaque. Ma tension artérielle a grimpé en flèche, mais j'ai gardé une voix calme. Agnès était ici. Elle a dit que vous étiez devenu oublieux, confus à propos de certaines choses. Que vous pourriez avoir besoin de supervision. La voix de Maria portait une inquiétude sincère mêlée à autre chose. Un doute à mon sujet. Qu'est-ce qu'elle vous a dit exactement? Maria a tripoté ses gants de jardinage entre ses mains. Que vous preniez des décisions financières irrationnelles, que vous annuliez des arrangements importants sans en comprendre les conséquences. Elle m'a demandé de garder un œil sur vous. De l'appeler si vous sembliez instable. La nature systématique de leur attaque est devenue claire. Ils ne se contentaient pas de menacer d'une action en justice. Ils empoisonnaient mes relations communautaires, construisant un dossier d'incompétence en manipulant les gens qui se souciaient de moi. Maria, avais-je l'air confus ou instable quand nous avons parlé de votre roseraie la semaine dernière? Elle a semblé soulagée de se concentrer sur quelque chose de concret. Non, vous étiez parfaitement normal. Vous m'avez donné d'excellents conseils sur le problème des pucerons. Alors, faites confiance à ce jugement plutôt qu'au ragot. 3 jours plus tard, je me suis rendu à la Chase Bank du centre-ville pour finaliser des mesures de sécurité supplémentaires sur mes comptes. La directrice de l'agence, Janet Chen, m'a pris à part après la conclusion de nos affaires. M. Dunn, je ne devrais probablement pas mentionner cela, mais votre fille était ici hier pour s'informer des procédures de tutelle financière. La glace s'est formée dans mon estomac. Tutelle? Elle voulait savoir quelle documentation médicale serait requise pour faire déclarer quelqu'un incapable de gérer ses propres finances. Je lui ai dit que je ne pouvais pas discuter de procédures spécifiques, mais... Janet a baissé la voix. Elle semblait très concentrée sur les allégations de déficience cognitive post-crise cardiaque. A-t-elle déposé des documents? Non, mais elle a pris rendez-vous avec notre service juridique pour la semaine prochaine. J'ai remercié Janet et j'ai quitté la banque avec un sentiment d'urgence croissant. Agnès ne proférait pas des menaces en l'air. Elle faisait des recherches sur les stratégies juridiques pour me faire déclarer incompétent. Le mardi suivant, l'ampleur de leur campagne est devenue pleinement apparente. Au Brewster Coffee, où j'étais un habitué depuis une décennie, l'accueil du propriétaire semblait tendu. Benjamin, content de voir que vous vous en sortez. Même Tom Brewster, qui me connaissait depuis qu'Agnès était à l'université, me traitait comme si je perdais peut-être mes facultés. Tom, est-ce que quelqu'un a suggéré que je ne m'en sortais pas bien? Son visage a rougi. Votre fille et son mari sont passés.
Ils ont mentionné que vous aviez quelques difficultés depuis l'hôpital, que vous preniez des décisions impulsives, que vous étiez confus avec l'argent. J'ai commandé mon café noir habituel, j'ai payé avec la monnaie exacte et j'ai eu une conversation décontractée sur les perspectives de la saison des Cubs. Tom s'est détendu alors que je démontrais une clarté mentale complète. Vous m'avez l'air en pleine forme. A-t-il admis alors que je me préparais à partir? C'est parce que je le suis. Souvenez-vous quand les gens suggéreront le contraire. Ce soir-là, je me suis assis dans ma cuisine, notant les preuves de leur assassinat de caractère systématique. 3 voisins contactés, ma banque, les commerces locaux où j'étais connu. Ils construisaient un récit de déclin cognitif post-crise cardiaque, préparant des témoins qui pourraient témoigner de ma supposée incompétence. La partie ingénieure de mon esprit admirait leur minutie même si je me sentais violé par leur manipulation. Ils avaient transformé mes relations communautaires en armes contre moi. J'ai sorti mon carnet et j'ai écrit, Agnès et Martin, campagne organisée de contestation de compétences. Chronologie, environ 1 semaine. Cible, voisins, banques, commerces locaux. Objectif, établir un schéma de déclin cognitif pour une tutelle légale. En dessous, j'ai ajouté, contre-stratégie requise. Action immédiate nécessaire. J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de Thomson & Associates. Ici Benjamin Dunn. Je dois accélérer mon rendez-vous de modification de testament. Quand pouvons-nous nous rencontrer au plus tôt? Nous avons une place demain à 10 heures. J'y serai. Je comprenais maintenant qu'ils avaient déclaré la guerre à mon indépendance, à ma réputation et à mon droit de contrôler ma propre vie. Ils pensaient qu'un patient âgé ayant subi une crise cardiaque serait facile à manipuler et à vaincre. Ils étaient sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. L'ascenseur est monté au 14e étage de l'immeuble de la Salle Street, m'emmenant vers ce qui serait soit mon salut, soit le début d'une guerre juridique que je pourrais ne pas survivre. À travers les parois vitrées de l'ascenseur, Chicago s'étendait en dessous de moi, une ville où les familles soit se soutenaient, soit se détruisaient, et j'avais enfin appris à quelle catégorie appartenait la mienne. Le bureau de James Mitchell occupait une suite d'angles avec des fenêtres allant du sol au plafond donnant sur le lac Michigan. Sa réceptionniste, une femme professionnelle d'une 30aine d'années, m'a conduit à une salle de conférence où Mitchell attendait, des documents juridiques déjà étalés sur une table en acajou poli. Monsieur Dunn, veuillez vous asseoir. Mitchell avait peut-être 50 ans, des tempes grisonnantes et le comportement prudent de quelqu'un qui avait traité des milliers de conflits familiaux. Avant de commencer, je dois poser quelques questions standards pour vérifier votre compétence mentale. J'ai apprécié sa franchise. Allez-y, quelle est la date d'aujourd'hui? 12 mai 2025, un mardi. Qui est le président actuel? Donald Trump, malheureusement. Mitchell a souri brièvement. Pouvez-vous me dire pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Je veux révoquer complètement mon testament actuel et en créer un nouveau qui déshérite entièrement ma fille et mon gendre. C'est une décision importante. Êtes-vous certain que c'est ce que vous voulez? J'ai sorti mon carnet, le même que j'avais utilisé pour documenter la campagne d'Agnès et Martin contre moi. J'ai passé 3 semaines à documenter leur comportement depuis ma crise cardiaque. Ils ont manipulé mes voisins, tenté de me faire déclarer incompétent et m'ont menacé dans ma propre maison. Mitchell a examiné mes notes avec un intérêt professionnel. C'est une documentation complète. Qu'est-ce qui a spécifiquement déclenché cette décision? Ma fille n'a pas pu prendre la peine de quitter la fête d'anniversaire de son mari alors que j'étais en train de mourir. Puis ils ont essayé de détruire ma réputation quand j'ai repris le contrôle de mes finances. Je vois. Mitchell a pris des notes sur son bloc-notes. La loi de l'Illinois autorise le déshéritement complet, mais je dois m'assurer que ce document pourra résister à toute contestation de compétences qu'il pourrait soulever. Quel genre de contestation? Il pourrait prétendre que la crise cardiaque a affecté votre jugement, que vous n'êtes pas mentalement capable de prendre de telles décisions. Votre documentation aide, mais j'inclurai un langage spécifique empêchant de telles contestations. Mitchell a passé l'heure suivante à rédiger un langage qui rendrait mon testament inattaquable. Le nouveau document laissait tout, ma maison, mes économies, mes investissements, mes biens personnels à l'American Heart Association. Agnès et Martin recevraient exactement $1 chacun, juste pour prouver que je ne les avais pas oubliés. Cette clause ici, a indiqué Mitchell en montrant un paragraphe qu'il avait écrit, stipule spécifiquement que vous êtes sain d'esprit et de corps, que cette décision a été prise après mûre réflexion,
Et que toute tentative de contestation fondée sur l'incompétence mentale entraînera la perte automatique même du legs de $1. Parfait. 2 témoins du bureau de Mitchell, des assistants juridiques qui ne m'avaient jamais rencontré auparavant, sont entrés dans la salle de conférence. Leur présence fournirait une vérification indépendante de mon état mental lors de la signature. Monsieur Dunn, comprenez-vous le contenu de ce testament, a demandé formellement Mitchell. Je comprends parfaitement. Je lègue tout mon patrimoine à une œuvre de charité et je déshérite ma fille et mon gendre. Prenez-vous cette décision librement, sans coercition ni pression? Absolument librement. C'est la décision la plus logique que j'ai jamais prise. J'ai signé de mon nom d'une main ferme, la même main qui avait dessiné des plans d'ingénierie pendant 40 ans. Les témoins ont signé sous ma signature, et Mitchell a notarié le document avec son sceau officiel. Ce testament est maintenant juridiquement contraignant, a déclaré Mitchell, plaçant l'original dans le coffre-fort de son bureau. J'en déposerai une copie au tribunal des successions du comté de Cook demain. Votre succession est maintenant protégée. En retournant à l'ascenseur, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Agnès et Martin avaient déclaré la guerre à ma compétence, à ma réputation et à mon indépendance. Maintenant, ils allaient découvrir le coût de cette guerre. L'ascenseur est descendu vers le niveau de la rue, me ramenant à un monde où je n'étais plus une victime de la cupidité de ma famille. 3 jours plus tard, je me suis assis dans mon salon, regardant les ombres de l'après-midi s'allonger sur le même tapis où Agnès et Martin m'avaient menacé 2 semaines auparavant. Le testament signé reposait en sécurité dans le coffre-fort du bureau de Mitchell, mais son pouvoir résidait dans le fait de savoir que leur avenir financier venait de s'évaporer. J'ai composé le numéro d'Agnès à 16 heures précises. Un timing choisi pour les avoir tous les deux à la maison, leur donnant des heures pour absorber ce que j'allais leur dire. Papa? Agnès avait l'air surprise mais contente. Comment te sens-tu? Beaucoup mieux, en fait. Je t'appelle pour t'informer de quelque chose d'important. J'ai gardé une voix conversationnelle, presque décontractée. J'ai changé mon testament. Un silence s'est étiré sur la ligne pendant plusieurs battements de cœur. Changer comment? Complètement. Quand je mourrai, tu ne recevras rien. Quoi? De quoi tu parles? Sa voix a grimpé d'une octave. Rien. C'est impossible. Tout va à l'américaine à association. Toi et Martin recevrez chacun exactement $1 pour prouver que je ne vous ai pas oublié. Le téléphone a fait un bruit sourd comme si elle l'avait laissé tomber. Puis j'ai entendu des chuchotements frénétiques. La voix de Martin s'est jointe à l'appel. Benjamin, tu ne peux pas être sérieux avec ces bêtises. Très sérieux, Martin. Le Nouveau Testament a été signé il y a 3 jours, avec témoins, notarié et déposé au tribunal des successions. La voix d'Agnès est revenue, tremblante maintenant. Papa, c'est insensé. Tu ne peux pas simplement. Nous devons en parler face à face. N'hésitez pas à venir. La ligne s'est coupée. Je me suis préparé une tasse de thé et je me suis réinstallé dans mon fauteuil de lecture pour attendre. Le soleil de l'après-midi peignait tout en doré, paisible, tandis que quelque part à travers la ville, Agnès et Martin passaient sans aucun doute un après-midi très différent. Ils sont arrivés en 47 minutes. Je les chronométrais. La sonnette a retenti avec la même urgence agressive qu'il y a 2 semaines, mais cette fois, je détenais tout le pouvoir. Agnès s'est précipitée devant moi dès que j'ai ouvert la porte, Martin juste derrière. Mais leur langage corporel avait complètement changé. Là où ils avaient été exigeants et menaçants, ils semblaient maintenant plus petits, désespérés. Papa, s'il te plaît, dis-moi que c'est une sorte de blague. Le calme parfait d'Agnès s'était fissuré. Ses cheveux étaient en désordre. Son tailleur était froissé comme si elle avait fait les 100 pas, pas de blague. Les documents juridiques n'ont pas de chute. Martin a essayé ses tactiques d'intimidation habituelles, s'approchant de moi. Vieil homme, tu ne sais pas ce que tu fais. Cette décision affecte plus que nous. Vraiment? Qui d'autre cela affecte-t-il? Notre avenir, nos projets, nos... Il s'est arrêté avant d'admettre leur dépendance financière complète. Agnès s'est laissée tomber sur mon canapé sans y être invitée, les mains tremblantes. Papa, j'ai fait des erreurs. Je sais que j'en ai fait. Mais me couper complètement. Ce n'est pas toi. Tu as raison.
Le père qui aurait accepté ta négligence et tes abus est mort au Northwestern Memorial. Je suis quelqu'un de différent maintenant. Nous pouvons arranger ça. La voix d'Agnès a pris le ton suppliant qu'elle utilisait enfant quand elle avait cassé quelque chose de précieux. Je serai meilleur, plus attentionné. J'appellerai tous les jours. Agnès, où étais-tu le 14 avril quand j'étais en train de mourir? Elle s'est figée. Comment sais-tu? Le docteur Ellis m'a tout dit. Sur le fait que tu ne pouvais pas quitter la fête d'anniversaire de Martin. Sur le fait que tu as dit que tu essaierais de passer si ton emploi du temps le permettait. Le visage de Martin s'est assombri. Ce médecin a violé la confidentialité des patients. Il a dit à un patient comment sa famille a réagi à son urgence. Ce n'est pas une violation. C'est de l'honnêteté. Agnès s'est mise à pleurer, de vraies larmes coulant sur ses joues. J'ai eu tort. J'ai fait une terrible erreur, mais tu ne peux pas me punir pour le reste de ma vie. Je ne te punis pas pour le reste de ta vie. Je me suis assis en face d'elle, calme pendant qu'elle s'effondrait. Je te punis pour le reste de la mienne. Martin s'est agenouillé à côté d'Agnès, tous deux maintenant en dessous de mon niveau des yeux. S'il te plaît, Benjamin, nous t'en supplions. Ne fais pas ça. Maintenant, vous savez exactement ce que l'on ressent quand on est abandonné dans son heure la plus sombre. Agnès m'a regardé à travers ses larmes, le mascara coulant sur ses joues, comme une peinture de guerre emportée par la défaite. S'il te plaît, papa, je suis désolé. Je suis tellement désolé. Désolé d'avoir été prise. Ou désolé de l'avoir fait? Martin lui a attrapé le bras, la relevant. Son visage était passé de la supplication à quelque chose de plus sombre, de plus désespéré. Très bien. Tu veux jouer à ce jeu, vieil homme? On va voir ça. Quel jeu, Martin? L'audience de compétence. Nous prouverons que tu es mentalement inapte. Cette crise cardiaque t'a brouillé le cerveau, t'a rendu paranoïaque et vindicatif. Sa voix a gagné en force alors qu'il construisait son argument. Aucune personne rationnelle ne détruit sa famille pour un malentendu. Agnès a essuyé son visage, sa personnalité de femme d'affaires reprenant le dessus. Papa, nous avons déjà parlé à des gens de ton, état. Tes voisins, ta banque. Ils s'inquiètent de ta prise de décision. Je me suis levé lentement, utilisant tout l'avantage de ma taille. Vous voulez dire les mensonges que vous avez répandus? La campagne de manipulation que vous avez menée? Ce n'est pas de la manipulation quand c'est vrai. Le masque de Martin était complètement tombé. Maintenant tu es vieux, malade et tu prends des décisions irrationnelles. La seule décision irrationnelle que j'ai prise a été de vous confier mes informations financières pendant 2 ans. Agnès s'est mise en travers de mon chemin vers la porte. Nous ne partirons pas tant que tu n'auras pas accepté de reconsidérer. Vous ne resterez pas de toute façon. Je l'ai contourné en direction de la porte d'entrée. C'est toujours ma maison. Martin s'est interposé entre moi et la sortie. Tu regretteras cette décision, Benjamin. Nous contesterons ce testament avec tout ce que nous avons. Avec quel argent? Oh, c'est vrai. Vous n'en avez pas, la vérité de leur situation les a frappés simultanément. Sans accès à mes comptes, sans la promesse d'un héritage, ils n'avaient aucune ressource pour des contestations judiciaires. Le visage d'Agnès est devenu pâle. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça. Regarde-moi faire. Les mains de Martin se sont serrées en poing. Tu te crois si malin, mais tu n'es qu'un vieil homme amer qui meurt seul. Mieux vaut être seul qu'entouré de gens qui me voient comme un distributeur automatique. Ce n'est pas fini, a sifflé Agnès, son chagrin se transformant en pure rage. Nous trouverons un moyen de contester ça. Nous prouverons que tu es incompétent. Nous allons? Vous ferez exactement ce que vous avez fait quand j'étais en train de mourir. Rien. J'ai ouvert grand la porte d'entrée. Parce que quand ça compte, vous ne pensez qu'à vous-même. Martin s'est penché près de moi en passant, sa voix baissant à un murmure. Tu n'as aucune idée de ce que tu as commencé. Cette guerre n'est pas finie. Agnès s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte, son visage un mélange de douleur et de calcul. Je suis toujours ta fille, peu importe ce que disent les documents juridiques. Et les filles ont des droits. Les filles qui se présentent ont des droits. Les filles qui abandonnent leur père ont des conséquences. Ils sont partis, mais pas en silence cette fois.
Agnès a claqué la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres. Je les ai entendus se disputer dans l'allée, leur voix portant à travers le quartier alors qu'ils se battaient sur la culpabilité, les stratégies et les avocats qu'ils ne pouvaient pas se permettre. J'ai verrouillé la porte et je suis retourné dans mon salon, me réinstallant dans mon fauteuil alors que leur voiture s'éloignait en rugissant. La maison semblait de nouveau paisible, même si je savais que cette paix était temporaire. Ils pensaient ce qu'ils disaient. Ils essaieraient de contester le testament, d'essayer de prouver mon incompétence, d'essayer de récupérer ce qu'ils considéraient comme leur droit de naissance. Mais j'avais conçu des solutions à des problèmes complexes pendant 40 ans. Chaque structure que j'avais jamais conçue devait résister à la pression, aux intempéries et au temps. Cette structure juridique ferait de même. Dehors, la soirée de Chicago s'installait sur ma rue tranquille. Quelque part dans la ville, Agnès et Martin complotaient leur prochain coup. Mais pour l'instant, dans ma propre maison, entouré par la vie que j'avais construite de mes propres mains et de mon propre esprit, j'étais exactement là où je devais être. Le téléphone a sonné. Je l'ai laissé sonner. Si vous aimez cette histoire, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à la chaîne et partager vos impressions sur cette histoire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé.